On a là une barquette de tomates origine Maroc qui arrive tout au long de l'année, en très bonne place dans nos rayons et à un prix défiant toute concurrence. On est aux alentours en général de 99 centimes la barquette de 250 grammes contre 1,50 € en moyenne pour la barquette française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on consomme beaucoup plus de tomates qu'on en produit. On en consomme environ 850 000 tonnes par an et donc on en importe un peu plus de 500 000 tonnes chaque année. Et notre premier fournisseur de tomates, c'est le Maroc. Parce que le Maroc a conclu un accord de libre-échange avec l'Union européenne en 2012 et que cet accord prévoit des importations à droit de douane nul, hors pic de production en Europe, c'est-à-dire en dehors de l'été, et puis des quotas à droit de douane préférentiel pendant l'été qui permettent quand même aux producteurs marocains d'arriver, et encore une fois en bonne place, à côté des tomates françaises. Comment on explique cette différence de prix au-delà des droits de douane? Tout simplement par le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre, il est 14 fois moins cher au Maroc qu'en France. La tomate, c'est une production qu'on doit ramasser à la main, cueillir à la main et feuilleter à la main. Et évidemment, cela coûte beaucoup moins cher au Maroc, donc cette concurrence-là, elle est tout simplement impossible à surmonter de la part des producteurs français. En France, on a la célèbre lentille verte du Puy. Moi, je suis auvergnate, je la connais très bien, cette lentille. Mais derrière, l'arrière-rayon, ce sont beaucoup de lentilles importées. En fait, il faut savoir qu'une lentille sur 5 qu'on consomme en France, elle est issue de l'importation. Une grande majorité de ces lentilles importées viennent du Canada. Le Canada, c'est le premier producteur et exportateur mondial de lentilles. À lui tout seul, il produit 27% de la production mondiale. Ceci alors même que son climat est assez mal adapté en fait à cette culture. Alors forcément, le Canada, pour sécher ses lentilles, il a besoin d'un recours à la chimie. Que font les producteurs canadiens qui exportent vers le monde entier? Ils utilisent des pesticides comme le sang coral, qui sont très performants, mais aussi dangereux pour la santé, qui ont été interdits depuis plus de 10 ans au sein de l'Union européenne. Le sang coral, par exemple, il a été considéré comme un perturbateur endocrinien, donc on n'a plus le droit de l'utiliser dans nos fermes. Mais ça ne s'arrête pas là. Les producteurs ont aussi recours à des pratiques considérées comme dangereuses pour notre santé. Par exemple, ils ont le droit, au Canada, de pulvériser du glyphosate sur leur culture jusqu'à 4 jours avant la récolte. Nos producteurs n'ont pas le droit de le pulvériser juste avant la récolte, tout simplement parce que le risque qui est encouru, c'est celui de présence de résidus de pesticides sur les graines de lentilles que nous, on va consommer juste après. Et face à ce risque pour la santé, ce risque de résidus de pesticides sur les graines de lentilles que nous consommons, que nous retrouvons dans nos assiettes, l'Union européenne a fait un drôle de choix. En 2011, alors que se lançaient les négociations autour du CETA, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est entré en vigueur depuis, l'Union européenne a décidé de relever le taux de limite maximale de résidus de glyphosate toléré sur les lentilles de 0,1 mg par kilo à 10 mg par kilo. Et pourquoi elle a fait ça? Ça peut sembler un peu dingue, la norme européenne maintenant est plus souple que la norme internationale. Et bien tout simplement parce que la filière canadienne de la lentille et l'entreprise Monsanto, qui est le numéro 1 des pesticides dans le monde, ont fait cette demande auprès de la Commission européenne. Et donc cette demande a été considérée comme raisonnable. Ça permet aujourd'hui aux exportateurs canadiens de bénéficier à plein de ces belles opportunités commerciales qu'on leur a concédées sur le marché européen. Et donc, on retrouve de plus en plus fréquemment ces lentilles canadiennes dans nos rayons. On a 2 steaks hachés avec un petit logo viande bovine française, une signature qui a été créée en fait en 2014. Elle n'est pas due au hasard, cette signature, ce logo que vous retrouvez sur toutes les viandes d'origine française qui sont encore ultra majoritaires dans les rayons en grande distribution. C'est pas tout à fait vrai, et c'est plutôt faux même dans le segment de la restauration où se déplace progressivement notre consommation de viande bovine, où là on a de plus en plus de viande importée, ce qui fait qu'en France, on se retrouve à importer aujourd'hui près de 30% de la viande bovine qu'on consomme, parce que justement la production décline, tandis que notre consommation, elle baisse très peu. Et donc ce logo, il a été lancé en 2014 par le gouvernement qui a eu à réagir un petit peu dans l'urgence à un scandale. On a parlé de l'affaire des lasagnes à la viande de cheval. Des consommateurs achetaient des lasagnes au bœuf, mais qui contenaient en réalité de la viande de cheval roumaine. En fait, un vaste réseau a été démantelé. On s'est rendu compte que des abattoirs roumains, avec l'aide de plusieurs intermédiaires des filières viandes européennes, y compris en France, ont réussi à vendre de cette viande de bœuf qui n'en était pas, et donc à tromper le consommateur. Ça a vraiment posé la question de l'opacité et donc de ce besoin de plus de transparence sur l'origine des viandes. C'est pour ça qu'à l'époque, le gouvernement, avec les filières viandes françaises, ont décidé de lancer cette signature qui devait informer le consommateur sur l'origine des viandes à toutes les étapes de la production. Une viande d'origine française, c'est-à-dire issue d'un animal né en France, élevé en France, abattu en France, et une viande transformée en France pour être incorporée dans des plats préparés. Cette règle française, elle était appliquée en dérogation à la réglementation européenne qui, elle, n'impose que l'étiquetage d'origine sur les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage des animaux. Elle a été tolérée pendant plusieurs années jusqu'à 2021. Le groupe Lactalis, l'industriel très puissant du secteur laitier, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour dénoncer cette démarche de transparence auprès des consommateurs, la jugeant incompatible avec la libre circulation des marchandises et avec la règle de la libre concurrence
au sein du marché européen. Sur la base de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné raison à Lactalis, le Conseil d'État a donc annulé le décret qui permettait cette transparence tout au long de la chaîne jusqu'au consommateur sur l'origine des viandes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans ce type de produits, des pizzas par exemple, vous pouvez, sans le savoir, à votre insu, consommer de la viande importée, sans doute plutôt de la viande importée depuis nos voisins européens, mais peut-être de plus en plus demain, notamment avec cet accord avec le Mercosur dont on parle beaucoup, qui va faciliter les importations de viande en provenance du Brésil. Vous allez peut-être consommer, sans le savoir, des viandes bovines qui sont issues d'animaux qui ont été traités avec des substances interdites, des médicaments vétérinaires interdits, ou qui sont responsables de la déforestation, parce qu'on le sait, en dépit de lois anti-déforestation votées au Brésil, sous l'impulsion du nouveau président Lula, eh ben on a un acteur du secteur dans ce pays qui s'appelle JBS, c'est une multinationale qui pèse plus de 55 milliards de chiffre d'affaires, qui pratique massivement la déforestation illégale. Vous allez peut-être stimuler cette viande-là, issue de ces élevages-là. Là, on a là un plat préparé avec deux viandes différentes, du poulet et des merguez, de la viande d'agneau. Ce qui est spécifié sur la barquette, c'est que l'agneau est d'origine UE ou non UE. Encore une fois, c'est une information qui est plutôt insatisfaisante pour le consommateur. Et derrière le non UE, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a là de la viande qui vient de Nouvelle-Zélande. Derrière cet agneau néo-zélandais qu'on importe, il y a aussi toute une histoire un petit peu dingue qui se déroule à l'été 1985, au moment du scandale du Rainbow Warrior, un navire qui appartenait à l'ONG Greenpeace. Il était dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande et il a été coulé avec à son bord un photographe qui est décédé dans l'opération alors qu'il allait partir en mission pour dénoncer des essais nucléaires faits par la France au large du Pacifique. Et en fait, assez vite, la Nouvelle-Zélande s'est rendu compte que derrière cette opération meurtrière se trouvaient les services secrets français, ce qui a déclenché en fait un véritable conflit diplomatique, un scandale diplomatique entre la Nouvelle-Zélande et la France. Alors quel est le rapport avec le gigot ? Il faut savoir qu'au même moment, la France se battait au sein de l'Union européenne pour refuser les importations à droit de douane nulle de beurre et de gigot néo-zélandais. Et donc forcément, quand il a été question pour la France de penser aux excuses à faire à la Nouvelle-Zélande et aux compensations, le gigot, comme le beurre, ont fait partie de la donne. Jacques Chirac, le président de la République de l'époque, a pris la parole en 1986 pour présenter les termes de cet accord. La France s'est engagée auprès de la Nouvelle-Zélande à ne plus freiner les importations de gigot, de beurre néo-zélandais au sein de l'Union européenne. Et elle s'est même mise à en importer massivement, ce qui a provoqué en fait un véritable raz-de-marée dans ce secteur. 40 ans après, on se retrouve à ne produire que moins de la moitié de la viande ovine qu'on consomme aujourd'hui et on a perdu en 30 ans un tiers de nos éleveurs. Cette plaquette de beurre, elle est française. Pour autant, la France est devenue importatrice nette de beurre. Ça veut dire que nous importons plus de beurre que nous en exportons. Le fait qu'on soit devenu importateur net de beurre, ça pose quand même la question de la cohérence globale de notre système agricole et alimentaire, puisqu'on est dans une période où on veut à la fois parler de souveraineté, tout en maintenant nos niveaux d'exportation et tout en maintenant notre vocation exportatrice. Donc ça nous met dans ce genre de situation. On importe de plus en plus de beurre. Le beurre qu'on importe aujourd'hui, il vient principalement de chez nos voisins européens. En revanche, demain, il se pourrait qu'il vienne de plus en plus de Nouvelle-Zélande, avec qui l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange en 2023, qui est appliqué depuis le mois de mai 2024. Et cet accord prévoit des quotas d'importation à droit de douane nulle très importants pour les produits laitiers de Nouvelle-Zélande. Ces quotas-là posent des questions, pour le coup, en termes de normes de production, parce que derrière la belle image, la belle photo des vaches qui pâturent en Nouvelle-Zélande, se trouve une réalité un peu différente en ce qui concerne particulièrement la production laitière. La Nouvelle-Zélande est aussi le premier importateur mondial de tourteaux de palme qui viennent par exemple d'Indonésie. Ces tourteaux de palme sont au rang des premiers accusés de la destruction de forêts à l'échelle de la planète. Justement pour nourrir ces vaches laitières et rester championne du monde, ou en tout cas dans les leaders mondiaux de l'exportation de produits laitiers. Cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, il a été présenté par beaucoup comme l'accord de libre-échange le plus vert que l'Union européenne n'ait jamais conclu. Les négociateurs de cet accord, côté européen, étaient très fiers d'avoir réussi à intégrer dans l'accord une clause qui posait une condition à nos importations de bœuf depuis la Nouvelle-Zélande. Cette clause est la suivante. Il est écrit dans l'accord que ce quota de 20 000 tonnes de viande bovine concédée à la Nouvelle-Zélande ne sera pas éligible aux viandes qui sont issues d'animaux qui ont été élevés en feedlots. Les feedlots, ce sont des centres d'engraissement industriel de bovins, tels qu'on en trouve beaucoup aux États-Unis, au Canada, au Brésil, dans lesquels les bovins ne pâturent pas évidemment, mais sont au contraire engraissés de manière très intensive avec des céréales OGM, à renfort d'antibiotiques utilisés comme promoteurs de croissance notamment. Nous, les observateurs, on a souri quand on a vu cette clause miroir dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande, parce que la réalité, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, des feedlots, il n'y en a pas. Les cheptels de vaches allaitantes ressemblent beaucoup
à ceux qu'on peut trouver dans nos campagnes françaises, c'est-à-dire que nous avons des vaches principalement nourries à l'herbe. Et donc l'Union européenne est venue là se féliciter d'une clause qu'elle n'a proposée évidemment à aucun des autres producteurs de viande mondiaux auxquels elle concède pourtant des quotas de viande bovine. Et donc elle s'est félicitée de la mettre dans cet accord dans lequel cette clause n'a absolument aucune portée. Dans ce plat préparé, pour le coup, il est écrit que le poulet est d'origine, la viande de volaille est d'origine UE. On peut presque s'en féliciter quand on sait que de plus en plus, la viande utilisée, incorporée dans les plats industriels, y compris en France, provient de pays tiers. La viande de volaille, on en consomme de plus en plus en France et en Europe, et la production décline, donc on se retrouve très dépendant des importations. L'Union européenne, elle importe déjà chaque année, avant même de passer un nouvel accord avec le Mercosur, plus de 900 000 tonnes de viande volaille, dont 300 000 environ qui viennent du Brésil, le reste venant de Thaïlande ou d'Ukraine. On a là les trois champions du monde de la production de volaille. Et au-delà des tailles des élevages de volailles, on a des élevages qui font 2 millions de volailles par exemple en Ukraine, il y a une pratique d'élevage qui revient beaucoup, c'est celle qui consiste à administrer les antibiotiques aux animaux, non pas pour les soigner, mais pour accélérer leur rendement. C'est un gain de productivité qui est très important et qui est permis par cette pratique d'élevage. Cette pratique d'élevage, elle est bannie depuis bien longtemps de nos fermes. Elle a été interdite en 2006 par la réglementation européenne, tout simplement parce qu'en fait, dès les années 1970, les scientifiques alertaient sur le fait que cette pratique d'élevage en particulier contribue à aggraver l'antibiorésistance à l'échelle de la planète. Et ce que nous dit sur ce sujet l'Académie nationale de pharmacie, c'est que 1 million de personnes meurent déjà aujourd'hui à l'échelle du monde des suites d'une infection générée par ces bactéries qui résistent à tous les antibiotiques qui sont mis sur le marché. Et face à cet enjeu de santé publique, les députés européens avaient décidé d'agir. Les législateurs européens avaient pris une décision. En décembre 2018, un règlement sur les médicaments vétérinaires a été adopté et ce règlement devait mettre fin à toutes les importations de viande issues d'animaux dopés aux antibiotiques, que l'on parle de volaille ou de viande bovine. On est aujourd'hui à la fin de l'année 2025 et ce règlement n'est toujours pas mis en œuvre parce que les textes réglementaires qui sont attendus sont soit mal écrits, soit n'ont pas encore été pris par la Commission européenne. Et on a au contraire une Union européenne qui importe chaque année de plus en plus massivement ces viandes issues d'élevages ultra-industrialisés qui ont recours à cette pratique qui est dangereuse pour notre santé. Et la situation pourrait s'aggraver encore avec cet accord avec le Mercosur puisque cet accord prévoit notamment des quotas d'importation annuels sans droit de douane de 180 000 tonnes pour la volaille et de 99 000 tonnes à droit de douane réduit pour la viande de bœuf. J'ai voulu montrer aux consommateurs qu'en fait ce sujet, qui est aujourd'hui présenté comme un problème uniquement pour les agriculteurs qui subissent une concurrence déloyale, en fait il nous concerne tous dès lors qu'il impacte la qualité de notre alimentation et notre santé. Se pose aussi la question des conditions sociales de production. Sans être hostile au commerce mondial, sans être un protectionniste, sans prôner le repli sur soi, ce qu'on peut faire comme reproche à ce libre-échange-là, incontestablement, c'est qu'il laisse systématiquement dans l'angle mort la question des standards de production des aliments qu'il fait voyager tout autour de la planète. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, les gagnants sont les produits qui sont issus des systèmes agricoles qui produisent le plus vite, en plus grande quantité et au plus bas coût, et qui ignorent complètement en fait les impacts de leurs pratiques sur l'environnement, sur la santé, au détriment de productions locales plus vertueuses.